Bonsoir à toutes. Je suis très contente de vous retrouver et de contribuer à cette série de posts dans le cadre du site d'Addictel. Donc je vais vous proposer ce soir de revenir sur, enfin de poursuivre plutôt le propos que j'avais entamé fin septembre sur cette question confinement, travail et consommation de psychotropes. Là, je vais le compléter avec un certain nombre de données qui sont arrivées et de retours d'expérience qui ont été publiés par l'OFDT, qui est l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, qui permet vraiment d'avoir une vision assez générale de l'impact du confinement sur les consommations de psychotropes en population générale. Et à partir de là, je vais vous proposer une petite chronique moins experte, mais plus retour d'expérience. Parce que quand même, un des constats, vous le verrez, c'est que de fait, les contraintes particulières dans lesquelles nous ont mis, nous a mis le confinement, et du coup nous remet, alors avec des modalités qui ne sont pas exactement les mêmes, puisque pour le moment, le confinement est moins strict qu'il n'était en mars, mais quand même, nous sommes de retour dans des contraintes qui sont voilà, bien spécifiques au manque de liberté, à l'interdiction de se balader, de se retrouver en groupe, enfin voilà, toute cette dynamique de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie familiale aussi, quand si on ne vit pas au même endroit que sa famille, dans le même lieu, et qu'on a beaucoup moins l'opportunité de se retrouver aussi en famille. Donc on voit vraiment un ensemble de répercussions, et aussi les conditions de travail, les situations de travail. Donc tout cet ensemble est percuté à nouveau par cette question du confinement. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir ou en tout cas d'envisager à partir d'une petite fenêtre qui est la mienne, comment finalement il est possible de pouvoir recourir à d'autres ressources que celles très efficaces, malheureusement c'est bien le piège, que celles souvent très efficaces des psychotropes. C'est-à-dire vraiment, on va faire un état des lieux et essayer de tirer des fils, d'ouvrir des perspectives sur quelle que soit notre relation aux consommations de psychotropes, où que nous en soyons avec des difficultés vis-à-vis des produits ou pas, finalement, il y a des voies complémentaires ou des ressources complémentaires aux psychotropes, voire possiblement prenant la place totalement, mais bon, ça c'est le choix de chacun ou la difficulté de chacun. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous propose ce soir, c'est de partir de données, d'avoir un certain nombre d'éléments de connaissances, et à partir de là, de basculer sur une logique un peu plus de l'expérience, et pour ouvrir des fenêtres un peu. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette vidéo. C'est vrai que une des particularités quand même, c'est que moi je ne vous connais pas, au sens non seulement d'une proximité, mais même je ne sais absolument pas qui est susceptible de regarder cette vidéo. Donc c'est à la fois, comment dire, ça pourrait être un handicap, mais c'est pas exactement un handicap, parce que justement, et ça a été très bien dit par Fatma Bouvet de la Maisonneuve dans sa dernière vidéo Féminité et addiction, c'est que qui que nous soyons, aussi inconnus les unes aux autres que nous pouvons être, il y a du commun. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quelles que soient nos histoires, nos trajectoires, le point commun, c'est la condition féminine, ou les conditions féminines, mais en tout cas. Et donc, la deuxième partie de mon propos, plus du côté de l'expérience, vient mobiliser ça. C'est-à-dire vient mobiliser ce que suscite en moi, ce que suscite pour moi cette contribution, l'existence d'Addictel, l'existence de ce collectif, à la fois visible pour les personnes que je connais, et puis invisible aussi. Mais voilà, pour moi c'est très important.
Je m'enrichis énormément en écoutant, en lisant, en visionnant les contributions de mes acolytes. Et, euh, et je m'enrichis aussi énormément en réfléchissant à mes propres contributions. C'est-à-dire vraiment, mon but ici n'est pas du tout de me positionner en experte. Alors, pour une petite part, oui, parce que je pense que c'est intéressant. Enfin, cette question, ma vidéo précédente mobilisait cette dimension-là de l'expertise. Mais je pense qu'un des enjeux du, du groupe qu'on essaie de constituer, ou en tout cas de cette association, au sens noble vraiment qui est Addictel, c'est à la fois de mailler ça, c'est-à-dire de l'expertise et de l'expérientiel, de l'expérience, sans chercher à hiérarchiser une composante plus que l'autre. C'est-à-dire ce que vous vivez, ce que vous savez de vos vies, ce que je sais de ma vie, ce que j'expérimente, est un ressort aussi important face à cette question des consommations de produits, dans une logique de réduction des risques ou dans une logique de soins. C'est aussi important que l'expertise vraiment scientifique et sachante, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est un peu le pari de ma contribution d'aujourd'hui. Bon, là, je réalise que j'ai passé la moitié du temps à vous expliquer comment j'ai pensé mon propos plutôt qu'à le dérouler, mais c'est pas inintéressant, parce que je pense que, et d'ailleurs c'est pour ça que je prends ce temps-là, c'est que ce soubassement-là, c'est tout le principe dans lequel nous nous inscrivons. Et je pense que pour certaines d'entre vous, c'est très clair, pour d'autres peut-être non, mais intuitivement, vous le sentez, c'est qu'en fait, cette question des addictions, des consommations de psychotropes et des addictions, est vraiment à la croisée entre l'expertise et l'expérience. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce que nous savons de nos consommations, qui nous sont propres, qui nous sont singulières, peuvent être partagées énormément, peuvent être très proches, voire très très proches de ce que vivent d'autres femmes, ce qu'en savent les soignants, ce qu'en savent les personnes qui nous accompagnent, et aussi comportent des choses qui nous sont propres, qui nous sont singulières. Donc, mon propos d'aujourd'hui va essayer de tricoter ces deux dimensions-là. Donc, pour en revenir au premier aspect qui était de vous amener des éléments de connaissance sur ce qui s'est passé pendant le confinement en termes de consommation de psychotropes en France, à la fois licite et illicite. Globalement, les constats montrent qu'il y a eu 3 types d'attitudes. Alors, le premier type d'attitude, ça a été pas d'impact particulier du confinement sur nos consommations, à la fois d'alcool, de tabac et de cannabis, cocaïne, qui sont les 2 produits illicites les plus consommés en France, et de médicaments psychotropes. Globalement, à peu près la moitié de la population générale n'a pas eu tellement, enfin en tout cas pas d'impact majeur sur sa consommation. Mais ça signifie que l'autre moitié, ce qui est quand même, on va dire, en population générale, j'ai plus en tête l'âge qui est, je sais pas si c'est les, j'ai un trou là sur les données, quelles sont les tranches d'âge, mais en gros on va dire au moins 25 millions de personnes ont eu des impacts, le confinement a eu des impacts sur leur consommation. Donc, dans cet impact, il y a eu soit une décision prise à la faveur du confinement de diminuer ou d'arrêter ses consommations, avec plus ou moins d'effets de réussite, mais en tout cas, ça a été une opportunité, vraiment pour certains et certaines d'entre nous, de se dire, je change de mode de vie, de fait, donc je vais essayer de modifier mes consommations à la baisse ou à l'arrêt. Autre conséquence, ça a été plutôt une augmentation, alors qui n'a pas été toujours délibérée, hein, parfois oui, c'est-à-dire que parfois vraiment délibérément on s'est dit les apéros Skype, enfin toutes ces situations sociales à distance mais quand même sociales ont été l'occasion finalement d'avoir des temps de convivialité, alors particuliers, hein, mais en tout cas de pouvoir se dire là c'est apéro tous les soirs. Donc voilà, donc impact, moitié de la population consommatrice, pas de modification de consommation, moitié de la population
modification au sens diminution, arrêt ou au contraire augmentation. Si on prend un peu, enfin produit par produit, donc le tabac, il y a eu, le tabac vraiment il est dans cette tranche de un peu plus de la moitié des fumeurs a maintenu un usage stable. Un cinquième des fumeurs déclare avoir moins fumé. Alors ça, on l'avait évoqué à la première vidéo, c'est-à-dire que dans certaines situations, fumer chez soi, c'était des habitudes qui étaient pas du tout prises, donc les personnes fumaient plutôt à l'extérieur, et donc là, en se retrouvant confinés, se poser la question d'aller fumer sur le balcon ou dans le jardin, éventuellement pour ceux qui avaient la chance d'en avoir, mais en tout cas, donc ça a contribué à la diminution pour un cinquième des fumeurs, et un quart des fumeurs déclarent avoir augmenté. Donc quand même, un des impacts en termes de tabac, en tout cas une des préoccupations, c'est que le confinement, peut-être sur l'ensemble des chiffres en population générale, va peut-être avoir un impact d'augmentation. En termes d'alcool, les 2/3 des buveurs d'alcool ont déclaré à peu près avoir une consommation similaire. Un quart déclare avoir diminué et un dixième déclare avoir bu davantage pendant le confinement. Les arguments sont le plaisir, l'ennui, l'anxiété, le stress. C'est les arguments principaux avancés. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'augmentation du recours à l'alcool, vous avez un certain nombre de personnes qui ont basculé leur consommation de produits illicites, qui devenaient plus difficiles d'accès, soit liés à leur lieu de confinement. Pour les citadins qui sont partis se confiner en milieu rural, c'était pas du tout aussi simple pour eux de savoir où se fournir, et en plus avec le confinement c'était plus délicat de sortir. Donc ça a été une des dimensions de la diminution aussi des produits illicites pour certaines personnes qui du coup ont recouru davantage à l'alcool, et aussi l'augmentation du prix. Le cannabis et la cocaïne, alors c'est pas vrai sur l'ensemble du territoire de manière homogène, mais en fonction de certains endroits, les tarifs ont vraiment augmenté. Donc l'alcool, globalement, il y a eu ce que j'évoquais, une consommation similaire, mais aussi du coup une augmentation liée au confinement, ou un glissement arrêt de consommation d'autres produits et bascule sur la consommation d'alcool. Pour le cannabis et la cocaïne, c'est ce que j'évoquais, certaines situations de confinement n'ont pas permis de s'approvisionner correctement, donc ont eu un impact sur la diminution des consommations. Ce qui a été aussi bien décrit, c'est que vous avez des personnes qui, se retrouvant confinées, du coup étaient beaucoup plus en contact avec leur famille, leurs conjoints ou leurs amis, qui n'étaient pas nécessairement au courant de la consommation de produits illicites, voire étaient au courant mais n'étaient pas du tout favorables. Donc il y a eu de la régulation, de la diminution liée au contexte social, c'est-à-dire avec qui je cohabitais, et est-ce que c'était possible ou pas que je consomme de manière frontale vis-à-vis de ces personnes-là. Donc il y a eu un impact, vraiment une diminution liée au confinement pour ça. Alors le cannabis, ce qu'on peut voir, c'est que la grande majorité des usagers ont maintenu leur consommation à l'identique, notamment les consommateurs quotidiens. Ça, c'est les 82% des consommateurs quotidiens se sont organisés, ont réussi à avoir les conditions pour pouvoir fumer quotidiennement leur cannabis. En revanche, ce qui a été vraiment très marqué avec le cannabis, c'est une bascule de consommateurs réguliers mais hebdomadaires ou mensuels à une consommation quotidienne. C'est-à-dire que vraiment le confinement a eu un impact sur je consomme, moi qui étais un consommateur assez ponctuel, en fait je me mets à consommer tous les jours, et notamment seul. Ça aussi c'est un des impacts importants du confinement, c'est que globalement
6% le cannabis était plutôt chez les consommateurs des temps des consommations en temps sociaux, à plusieurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que la consommation en solitaire, qui concernait à peu près 6% des usagers de cannabis, a nettement augmenté et est passée à 39%. Donc on voit vraiment un impact sur cette, en tout cas, une transformation des pratiques de consommation de cannabis. Pour ce qui est des médicaments psychotropes, donc tout comme la diminution d'accès à la cocaïne et d'accès au cannabis pour certaines personnes ont eu des répercussions sur la consommation d'alcool, ce qu'on voit aussi, c'est que cette diminution-là d'accès ou de consommation de cannabis et de cocaïne notamment, a eu un impact sur une consommation accentuée de médicaments psychotropes et notamment de benzodiazépines, donc qui sont les marques phares sont le Lexomil, le Seresta et le Valium, etc. Donc là, il y a vraiment eu une bascule des produits illicites vers les médicaments psychotropes. Ce qu'il faut voir avec ces médicaments psychotropes, c'est que globalement, alors il y a une étude, un rapport qui vient d'être publié par un groupement entre la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, pardon. Ce groupement s'appelle EPIPHAR, et donc ils ont publié un rapport. En fait, le EPIPHAR étudie l'ensemble des consommations de médicaments en France. Et donc là, c'est assez logique, mais avec le confinement, il y a eu un effondrement massif du recours aux médicaments. Alors, lié, et ça vous l'avez certainement entendu, mais il y a un certain nombre de maladies, comme les personnes restaient chez elles, beaucoup de personnes n'ont pas continué à aller se faire soigner, n'ont pas continué à aller voir leur médecin, n'ont pas continué à aller à leur rendez-vous à l'hôpital de suivi. Donc, il y a eu des conséquences sur la diminution de leur traitement, de consommation de leur traitement. Donc, en population générale, en consommation générale de médicaments, il y a eu un effondrement. Un effondrement donc sur ces médicaments-là, où les personnes ne sont pas allées chercher de nouvelles prescriptions, un effondrement, parce que finalement il y a eu aussi, et ça on l'a vu, en termes d'hygiène de vie, une augmentation de l'hygiène de vie, donc un certain nombre de maladies de saison qui ne se sont pas déclarées, donc n'ont pas nécessité de prendre des médicaments. Et aussi, il y a eu un effondrement autour des vaccinations. Enfin voilà, donc les parents ne sortant plus avec leurs enfants, n'allant plus voir leur médecin, ont mis entre parenthèses ça. En revanche, ce que montrent les chiffres, c'est qu'il y a 2 catégories de médicaments qui ont vu leur consommation nettement augmenter. Ce sont les anxiolytiques, alors là j'ai les chiffres devant les yeux, là, donc plus 1,1 million de traitements supplémentaires, et les hypnotiques, donc tout ce qui est somnifère, qui a vu une augmentation de 480 000 traitements supplémentaires. Donc là, pendant le confinement, ça ne tient pas encore compte de ce qui s'est passé après le confinement. Mais donc là, vraiment, les anxiolytiques et les hypnotiques sont directement à mettre en lien avec l'impact psychologique du confinement et ses conséquences sociales, professionnelles et économiques. Donc ce qu'on voit, c'est que la tension, en tout cas, la période du confinement, a concouru à transformer les pratiques de consommation de psychotropes. Ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que cette période du confinement, qui était donc de mars à mai, c'est derrière nous. Et que, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe pour chacun de nous dans la situation d'incertitude dans laquelle nous sommes, dans la situation éventuellement pour certains d'entre nous de retour au travail à domicile, dans des conditions qui ne sont pas forcément ou nécessairement meilleures. Alors il n'y a plus les enfants, là pour le moment ils vont à l'école, donc déjà c'est quand même une composante qui facilite le travail à domicile, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Donc globalement les conditions de travail à domicile et les tensions liées aux incertitudes sont là. Donc